millions d'habitants contre 1,412 milliard pour la Chine. C'est bien simple, le sous-continent compte plus d'habitants que l'Europe entière. Alors avec quelles conséquences? On en parle avec notre invité Jean-Luc Racine. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes directeur de recherche émérite au CNRS, chercheur senior à Asia Centre et grand spécialiste, on le sait, de l'Inde. Expliquez-nous, avec un tel record démographique, il n'ira qu'augmentant, puisque d'ici à 2060, on parle même d'1,7 milliard d'habitants. L'Inde va-t-elle ou peut-elle profiter de ce dividende démographique? C'est la bonne question, bien sûr. Cette première place qui vient de se confirmer était attendue, mais pas en 2023. En fait, la promotion, si on peut dire, de l'Inde au numéro 1 démographique est liée au fait que la population chinoise, pour la première fois, a baissé. Donc non seulement la courbe chinoise s'est ralentie, mais maintenant elle devient négative. La vraie question, bien sûr, c'est qu'est-ce que l'Inde peut faire de la jeunesse de sa population. La moyenne d'âge en Inde, c'est 28 ans. En Chine, c'est 39 ans. Et donc, c'est précisément ce qu'on appelle le dividende démographique, à savoir une population jeune, c'est une population en âge de travailler. Mais du coup, toute la question, c'est y a-t-il du travail pour tous? Il faut créer 12 millions d'emplois chaque année. C'est le chiffre qu'on admet généralement. Dans un pays qui a une population encore très largement rurale et tous les enfants de paysans ou a fortiori d'ouvriers agricoles n'ont pas forcément envie de poursuivre dans cette voie. Donc se pose une question centrale, à mon sens, qui est celle de l'éducation et de la qualité de l'éducation. Il faut pouvoir accroître d'une certaine façon un exode rural structuré vers les villes, mais pas forcément vers les bidonvilles. C'est un peu ça la question. Et donc, de ce point de vue-là, autant l'Inde bénéficie de quelques très grandes universités de renom, des instituts technologiques ou des instituts de gestion qui sont classés parmi les meilleurs du monde. Et d'ailleurs, c'est pas un hasard si on voit tant de membres de la diaspora indienne dans des postes de direction dans les grandes entreprises du numérique californienne. Mais précisément, cette image d'une Inde technologique, numérique, c'est un Indien qui a fait ses études en Inde, qui va devenir le nouveau patron de la Banque mondiale, mais il est maintenant de nationalité américaine, donc il y a aussi une fuite de cerveau parmi les meilleurs des étudiants indiens. Donc cette question est difficile à régler. Donc c'est pas forcément un atout, ça peut être aussi un creuset d'inégalités. Alors c'est évidemment un débat, en Inde même aujourd'hui. L'Inde reste quand même un pays de débat. La vraie question, donc, c'est aussi celle de l'indice de développement humain. L'Inde est aujourd'hui la 5e puissance économique du monde, mais à l'indice de développement humain, elle est 132e. Donc, et pourquoi l'Inde n'arriverait-elle pas à faire ce que la Chine a réussi à faire? Parce que la Chine donc, a dominé au niveau de la population jusqu'à aujourd'hui, je pourrais dire. En 40 ans, elle est devenue la seconde économie mondiale. L'Inde n'a pas les moyens de reproduire cet exemple chinois? Pour reproduire l'exemple chinois, il faut suivre le taux de croissance chinois qui, pendant des années, voire une ou deux décennies, a été de l'ordre de 9 à 10%. Et ça, c'est extrêmement difficile. Donc, il ne faut pas s'étonner que le taux de croissance chinois baisse, mais le taux indien, aujourd'hui, c'est 6,5, 7%. Et atteindre ces fameux 10%? Eh bien, il y a eu des périodes où elle était à 8, 8,5, mais c'est très difficile. Et les démographes et les économistes considèrent qu'il faudrait atteindre ce seuil très difficile, a fortiori dans un monde dont l'économie est un peu atone et dans un contexte géopolitique de plus en plus compliqué. Donc oui, le dividende démographique existe, encore faut-il avoir les moyens d'en tirer parti. Et vous évoquez également les bidonvilles, et là d'un point de vue environnemental, plus de monde, ça veut dire plus d'urbanisation. Là encore, est-ce que l'Inde a la capacité à assurer un développement soutenable ? Alors, le discours gouvernemental assure que oui, met en avant l'alliance solaire universelle, etc. Mais effectivement, l'Inde, quand elle se positionne sur la question du changement climatique et des mesures à prendre, rappelle qu'elle ne fait pas partie des grands pollueurs. Historiquement.
Mais évidemment, plus sa croissance économique monte, plus elle va avoir un problème, d'autant plus que les énergies fossiles restent encore très importantes dans le mix énergétique. Donc les défis sont là. Cela étant, vis-à-vis de la compétition avec la Chine, vous l'avez dit, hein, la croissance pourrait se poursuivre jusque dans les années 2060 à 170 000, à 1 milliard 400. Oui, 700, 1 milliard 700 millions. 1 milliard 700 millions, je vais y arriver, et décroître après. Donc la question de la compétition avec la Chine ne se joue que sur ce moyen ou long terme, parce que pour le moment, la puissance économique chinoise, c'est 5 fois l'économie indienne. Et tout cela dans une démocratie qui se porte mal, en dépit de ce que dit le Premier ministre Narendra Modi. Oui, ça tourne vers ce qu'on appelle parfois une démocratie illibérale. Ça ne contrarie pas beaucoup la politique étrangère indienne, parce que l'enjeu indien est important pour de multiples acteurs, y compris les pays occidentaux. Mais la question est posée, bien sûr. Merci beaucoup, Jean-Luc Racine, d'être venu nous parler de cette explosion démographique en Inde, pays le plus peuplé au monde au jour d'aujourd'hui. Et l'on reste